Bonjour à tous. France 2022 vers une gestion collaborative et scientifique des politiques publiques. Ou comment réduire la défiance et l'absurdité ressenties par les Français à l'égard de leur démocratie. Le constat de cette présentation est celui de la forte défiance des citoyens français envers les modalités de fonctionnement démocratique de leur pays et particulièrement envers le processus de représentation. Cette défiance touche principalement la jeunesse et les classes populaires. Cette défiance est alourdie d'un sentiment d'absurdité que semble ressentir une partie de ces Français défiants, confrontés à des injonctions contradictoires, à des mutations profondes qui restent inexpliquées, et à des orientations économiques incohérentes avec leurs ressentis quotidiens. À tout cela s'ajoute encore une impression d'inefficacité de la démocratie française, où des réformes et décrets s'accumulent depuis des décennies sans sembler résoudre au moins partiellement les crises contemporaines, qu'elles soient sociales, économiques, sanitaires ou environnementales. En réponse à ces ressentis, les responsables politiques de tous bords ont une volonté de s'afficher comme des candidats sérieux, garants d'une politique de la raison. Il y a bien sûr la majorité présidentielle, voulant actuellement barrer la route au populisme. Mais c'est un discours régulièrement entendu sur l'ensemble de l'échiquier politique. Le problème émergent de ce constat est donc le suivant. Comment expliquer que les sentiments d'inefficacité, d'absurdité et de défiance soient partagés en réponse à des politiques publiques qui se veulent pourtant raisonnables et sérieuses? Voici des explications possibles qu'il faudrait analyser attentivement. Tout d'abord, la démocratie française sous la Ve République est construite par des rapports de force entre factions opposées. Ils peuvent s'exprimer sous forme d'opposition d'idées, comme l'affrontement des différents partis politiques au Parlement, comme sous la forme d'opposition d'intérêts entre le peuple et ses dirigeants, ou entre les salariés et leurs patrons, les minorités contre la majorité. Malheureusement, les avancées technologiques comme les conséquences d'une activité humaine mondialisée sont à l'origine de problèmes d'une très grande complexité, de par la richesse des réseaux d'interaction au sein des sociétés humaines et entre ces sociétés et leur environnement. Il est donc probable qu'un fonctionnement démocratique binaire entre oppositions simplistes ne soit pas en mesure de comprendre ni de répondre à cette complexité. De plus, la majeure partie des prises de décision sont souvent réduites à l'expertise individuelle. Que ce soit comme ici en gestion de l'environnement ou en gestion publique, le gestionnaire ou le décideur procède souvent à un choix entre stratégies alternatives en fonction de sa propre expérience du problème ou sous l'influence d'une autre personne ou d'un groupe de personnes. Ce n'est que très rarement que la prise de décision interroge ce que la littérature scientifique révèle comme action probablement efficace face à un problème donné. Enfin, ce manque de référence à l'évaluation scientifique s'explique en partie par une méconnaissance partagée de la démarche scientifique de construction des connaissances. Ceux qui confondent la science et la technologie, ou ceux qui interprètent l'expertise demandée à des chercheurs comme une pratique de la science, ils en rejettent même l'idée d'une intrusion de la science dans ce conflit idéologique que devrait être la politique. Tout cela concourt à ce que notre démocratie soit inefficace et soit jugée comme telle, à tel point que la moitié des jeunes électeurs n'attend plus aucune amélioration de la situation du pays, quelle que soit la prochaine présidence. Et pourtant, la finalité de la démocratie est théoriquement assez simple. Il s'agit de l'amélioration du bien-être du peuple par une succession de décisions sur lesquelles ce peuple a pouvoir de décision. Cette amélioration nécessite donc la définition d'objectifs communs qui dépassent les intérêts individuels et qui en démocratie sont théoriquement identifiés par le peuple lui-même. Enfin, l'atteinte de ces objectifs nécessite une méthode de gestion et de prise de décision qui doit être capable de résoudre les problèmes complexes rencontrés. Au regard de l'histoire contemporaine et du constat préalablement établi, il semble que la démarche scientifique soit en capacité de conduire cette méthode de gestion des politiques publiques confrontées à la complexité du XXIe siècle.
Rappelons maintenant que la science est une construction collective de connaissances universelles, qui est perpétuellement mise à jour, issue de l'observation, de l'expérimentation et de la modélisation. La démarche scientifique est donc par nature transparente, explicite, méthodique, collective et toujours confrontée à la réalité. Appliquée à la gestion des politiques publiques, la démarche scientifique impose donc un fonctionnement itératif, éclairé par les connaissances établies, soutenu par l'évaluation des décisions prises et modulable selon les résultats obtenus. Tout d'abord, ici, l'objectif de gestion doit être défini démocratiquement par un débat et un consensus entre l'ensemble des acteurs d'un problème, dont les limites sont clairement définies. À l'heure actuelle, la politique française est trop centralisée et personnifiée, pas assez collective. Des grands débats et des consultations ont été organisés, mais leurs résultats sont insuffisamment analysés, ce qui empêche cette définition collective et claire de ce qu'attendent les Français pour l'avenir de leur pays. Ensuite, il s'agit d'identifier la diversité des solutions ayant montré leur efficacité dans des contextes différents. Aujourd'hui, les décisions prises sont rarement argumentées, tant elles dépendent de contraintes idéologiques, électoralistes ou budgétaires. Lorsqu'elles le sont, les décisions sont souvent justifiées par un exemple unique ou une seule étude, alors que le cas unique n'a pas de valeur scientifique, mais c'est la multitude des études publiées en différents contextes qui permet un consensus de la communauté. De plus, quand les décideurs sont ignorants, ils se cachent souvent derrière des experts individuels, parfois dissonants, au lieu d'appeler toute une communauté de chercheurs à produire des synthèses. Quand ces communautés existent, comme le GIEC, elles sont peu écoutées. Dans tous les cas, l'important est d'évaluer rigoureusement l'effet des actions choisies par des protocoles mis en place en même temps que la stratégie d'action. En France, les actions publiques sont rarement ou incorrectement validées par l'expérimentation. Parfois, des essais vérifient localement la mise en œuvre technique avant généralisation. Et les évaluations publiées de manière confidentielle se limitent souvent à des chiffres comme des euros dépensés ou des nombres de bâtiments construits, ce qui justifie l'action sans aider à mieux comprendre les problèmes. Cette évaluation permet enfin d'améliorer au fur et à mesure la stratégie d'action pour atteindre les objectifs fixés le plus rapidement possible. Elle rend possible un regard critique sur le modèle économique dominant. Le manque d'une telle modularité aujourd'hui explique pourquoi le modèle social, économique et politique français est rarement reconsidéré, bien que ses prédictions, comme le ruissellement des hauts revenus, soient souvent invalidées par les données statistiques. En conclusion, toute cette démarche peut être conduite par des citoyens, par des élus ou des fonctionnaires de l'État. Il n'y a pas besoin d'être chercheur ou expert, simplement d'avoir une formation à la démarche scientifique et à l'esprit scientifique. Ce manque de formation parmi les élus et décideurs explique probablement pourquoi la démocratie française est encore loin d'appliquer cette démarche, malgré l'affichage régulier de la raison, des chiffres et des consultations. Pourtant, cette démarche scientifique est déjà pratiquée et praticable dans de nombreux domaines. Cela a commencé en médecine avec des revues de synthèse et des essais cliniques. Puis ensuite en gestion des écosystèmes où l'ensemble des actions menées dans le monde entier peuvent être évaluées et synthétisées pour accompagner les décisions futures grâce à des bases de données accessibles comme celle-ci. C'est aussi le cas en éducation où des groupes de collaboration entre chercheurs et enseignants peuvent réussir à interroger les pratiques quotidiennes pour évaluer les plus efficaces et en adapter de nouvelles pour le bénéfice de l'apprentissage et de la réussite des élèves. Enfin, c'est aussi possible en gestion des politiques publiques ou associatives, avec des observatoires comme Résolis, qui accompagnent collectivités et associations dans cette démarche, qui portent en elles la possibilité de résoudre ces crises lentement mais durablement. C'est le message porté principalement par ces deux ouvrages qui ont servi de base à la construction de cette présentation. La démarche scientifique n'est pas réservée aux chercheurs, encore moins aux experts. Tout le monde peut regarder sa société, sa démocratie,
avec l'œil de la science pour en améliorer la clarté et l'efficacité. C'est aussi le message de ce roman, dans lequel je propose une chronique utopique des prochaines élections, avec l'émergence d'une France éclairée, écologique et solidaire, grâce à l'application de la démarche scientifique de gestion des politiques publiques. Merci de votre attention.